Alors, nous continuons avec Fabrice. Voilà, un compatriote d'ailleurs. Et il est directeur technique de la la FEV, Fédération européenne du verre d'emballage. Alors, on a déjà un petit peu parlé hier, fédération. En fait, d'abord, il y a quelque chose d'assez simple, c'est que tout le monde se retrouve à Bruxelles dans le verre. Il y a 2 journées ici, ce colloque, un verre plat, un verre d'emballage. Mais il y a un petit frère et qui n'a pas eu droit à son colloque, c'est le verre technique et en particulier les fibres de verre. Et on met par exemple aussi les briques de verre dans ce pot fourre-tout. Ces 3 parties ont chacune leur fédération à Bruxelles. Et Fabrice est donc directeur technique pour le verre d'emballage. Mais en plus, il y a un chapeau commun. Tous les producteurs de verre, que ce soit alors plat, creux ou technique, se retrouvent dans un organisme dont Emmanuel Normand a cité hier, Glass Alliance Europe, et tu diriges le comité environnemental. Donc, tu avais quand même 2 casquettes sur la même tête. Donc, the right man at the right place pour parler des sujets qui nous intéressent. Comme formation, tu es issu de l'ULB ou de la VUB, où tu es un master en physique et ingénieur civil et des compléments d'université américaine en sciences de l'environnement et en management. Tout ça fait un beau background, mais nous attendons avec impatience ce que tu vas nous dire. Merci Jean pour l'introduction et merci beaucoup aussi pour l'invitation, Mernio. Donc c'est un plaisir d'être ici et de vous parler du verre d'emballage. Donc moi, je représente, comme Jean l'a expliqué, la Fédération européenne du verre d'emballage. Ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement la Fédération européenne du verre d'emballage, mais surtout quelques chiffres clés sur l'industrie verrière, qui produit les emballages en verre. Et puis, alors je ne vais pas chercher à être exhaustif, mais je voudrais vous parler de 2 challenges qui sont aujourd'hui vraiment importants pour notre industrie. Ce sont les émissions de CO2 et tout ce qui est économie circulaire. Alors, je présenterai également très rapidement un rapport qu'on a publié récemment sur la décarbonisation de l'industrie du verre, creux. Donc voilà, et puis il y aura quelques conclusions. Donc, pour commencer, la Fédération européenne du verre d'emballage, c'est une fédération européenne. Donc notre rôle principal, c'est de représenter l'industrie auprès des institutions européennes. Surtout la Commission européenne, dans une moindre mesure le Parlement européen. Donc ça, ce sont nos interlocuteurs principaux. On maintient un dialogue avec ces institutions, on essaye de leur expliquer les spécificités de notre secteur quand il y a des nouvelles lois qui arrivent. Et on a aussi un rôle de promotion du verre et du recyclage du verre. J'en toucherai un mot, le recyclage du verre, c'est très important pour notre industrie. Donc... Comme toute fédération, on a des membres que vous ne connaissez probablement pas parce que c'est ce qu'on appelle du business to business. Donc, il y a très peu de gens qui connaissent, mais peut-être que vous en reconnaîtrez quelques-uns. Alors, on a 3 marchés principaux dans l'industrie du verre creux. Le premier, c'est tout ce qui est alimentaire. Donc, les grands marchés, c'est la bière, le vin, les spiritueux, l'eau minérale dans une moindre mesure. Et ça, c'est le premier gros marché qui représente 95% de la production. Et puis, on a plus des marchés de niche qu'on appelle le flaconnage, c'est tout ce qui est parfum, cosmétique. On a aussi la pharmacie. Donc ça, ce sont nos 3 grandes filières, je dirais, pour lesquelles nos membres produisent. Mais c'est assez spécialisé. Donc, généralement, une société va produire pour un marché. Il y en a quelques-uns qui sont multi-marchés, mais c'est plus rare. Alors, quelques chiffres clés, je ne sais pas si c'est lisible pour vous d'où vous êtes, mais donc en emploi direct, on représente quelque chose comme 40 000 employés. On représente 125 000
emploi indirect, tout ce qui est transport, recyclage de verre, etc. On compte ça comme emploi indirect. Il y a plus de 160 usines dans 23 pays européens. Donc c'est un réseau assez dense. On a besoin d'être près de nos clients pour les servir au mieux. Et on produit à peu près 22 millions de tonnes de verre par an, ce qui représente 80 milliards d'unités produites chaque année. Le petit graphique au-dessus que vous voyez là représente, Jean a mentionné les différents secteurs verriers qui existent en Europe. Le bleu représente à peu près 60%, c'est l'industrie du verre d'emballage. Donc notre industrie est la plus grande industrie verrière en Europe, suivie par le verre plat qui représente 25-26%, et puis le reste c'est quelques pourcents comme les fibres de verre, le verre domestique, le verre spécial. Mais c'est très très petit comparé à notre industrie. Et alors, un chiffre aussi, on a essayé de chiffrer quelle était la balance commerciale des produits qui sont emballés en verre et exportés. Donc l'Europe est un grand exportateur de produits, comme pensez au cognac, les parfums, le vin, la bière, tout ça est exporté assez massivement. Et on considère, on a essayé de faire un petit calcul pour voir, et on considère que les produits emballés en verre qui sont exportés contribuent à la balance commerciale européenne à hauteur de 140 milliards d'euros chaque année. Donc c'est quand même un poids assez important. Ici, sur cette carte, vous voyez les chiffres de recyclage. Donc ce sont des chiffres qui expriment la quantité de verre qui est collectée pour être recyclée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, à peu près 8 bouteilles sur 10 qu'on met sur le marché vont in fine être collectées pour être recyclées. Quand je dis recyclées, ça veut dire être refondues dans un four de verrerie. Avec de grandes disparités, évidemment, entre, si on prend l'exemple de la Belgique, on est au-dessus de 100% de recyclage. Alors vous allez vous demander comment c'est possible. Et c'est à cause des mouvements transfrontaliers et des choses comme ça. On a un petit pays et on a beaucoup de voisins, donc on va acheter au Luxembourg, en France où c'est moins cher, et puis on met dans la bulle à verre belge. Donc voilà, c'est ça qui fait que. Mais si vous voyez par exemple en Grèce, 36%, il y a quand même un gisement là encore important à valoriser. Et donc c'est un chiffre dont on est assez fier. Hein. Donc 8 produits sur 10 sont collectés pour être recyclés. Mais ce n'est pas assez. Et on a un programme qu'on appelle, vous voyez le symbole là sur Close the Glass Loop, pour essayer d'augmenter ce chiffre. Et on aimerait bien arriver à 90%, même si on se rend compte que c'est difficile. Mais voilà, on veut... Aujourd'hui, il n'y a pas assez de ce qu'on appelle le calcin, c'est-à-dire du verre recyclé qu'on peut refondre dans nos fours. Il n'y a pas assez de calcin aujourd'hui sur le marché. Donc tous mes membres veulent plus de verre recyclé à mettre dans leur four. Et donc on doit essayer de collecter plus. Pourquoi ? Parce qu'on exporte beaucoup aussi. Hein, on perd beaucoup par l'exportation. Hein. C'est beaucoup plus difficile de ravoir ce verre qu'on envoie à l'exportation que s'il reste en Europe, qu'on peut le collecter en Europe et le refondre en Europe. Alors, le premier challenge, mais aussi peut-être des opportunités, c'est les réductions de CO2. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir que dans notre industrie, on a deux sources de CO2 à la cheminée. La première, c'est la combustion du gaz naturel. Donc, quand on brûle du gaz, on va émettre du CO2. Hein, et le gaz naturel est le principal carburant qu'on utilise dans nos fours. Et puis, il y a tout ce qui est carbonate. Donc, pour fabriquer du verre, on a besoin, la base, c'est le sable, mais on a besoin de rajouter des carbonates pour le faire fondre à des températures plus basses, etc. Donc, on rajoute des carbonates et vous voyez que ces carbonates se décomposent sous l'effet de la chaleur dans le four de verrerie et vont également émettre du CO2. Alors, la part du lion, c'est évidemment la combustion du gaz naturel qui représente 80% environ de nos émissions. Tandis que ce qu'on appelle les émissions process, donc dues aux matières premières qu'on met dans le four et qui se décomposent, ça va représenter 20%. Mais donc ça veut dire qu'on doit travailler sur deux tableaux. On doit travailler sur le tableau de la combustion et sur le tableau aussi de ce qu'on met dans notre four, parce qu'on a deux sources d'émissions de CO2.
Alors, les défis, premier défi, évidemment, vous le savez tous, il y a une législation en Europe assez stricte sur les émissions de CO2. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est assez technique, mais on a plusieurs lois européennes. La première, c'est ce qu'on appelle la Climate Law, qui impose à l'Europe d'être neutre en carbone d'ici 2050. Donc c'est dans une loi européenne, donc il n'y a pas à discuter, on doit tous y arriver, nous comme vous, comme tout le monde. On doit être neutre en carbone d'ici 2050. Alors, c'est un défi monstrueux. Hein. On va devoir changer notre manière de vivre, notre manière de voyager, de manger et de produire du verre, évidemment. On a tout ce qui est ce qu'on appelle l'emission trading, c'est-à-dire que c'est un système qui fait payer le CO2 aux industriels. Aujourd'hui, en Europe, quand vous émettez du CO2, vous devez payer pour. Il y a un marché où vous pouvez acheter du CO2. Il y a vraiment un marché du CO2 en Europe. Et les verriers en font part, évidemment. Et puis il y a tout ce que, évidemment mes slides sont en anglais, tout ce qui est CBAM et qui est le mécanisme de taxation du carbone aux frontières. Donc ce mécanisme est en train de se mettre en place. Il est en cours de test aujourd'hui. Mais demain, les produits, enfin pas tous les produits, certains produits qui seront importés en Europe vont être taxés à hauteur du CO2 qu'ils contiennent, pour essayer d'avoir un jeu égal entre les producteurs de verre européens qui aujourd'hui sont confrontés à un coût de CO2 et les non-européens qui exportent en Europe sans payer un centime pour leur CO2. Donc on a en Europe des coûts additionnels lorsqu'on produit que n'ont pas les autres régions du monde. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème qui s'ajoute aussi à un autre problème qui sont les coûts de l'énergie. Alors vous allez voir, je vais vous montrer ici, je ne sais pas, j'espère que vous savez lire, mais vous voyez la comparaison entre les coûts de l'électricité et les coûts du gaz naturel, entre l'Europe qui est en bleu et la Chine et les États-Unis. La Chine est en rouge et les États-Unis sont en noir. Et donc on paye notre énergie jusqu'à 3 fois, même plus cher que ce qui se fait aux États-Unis. Et ça, c'est évidemment aussi un très gros problème pour la compétitivité de nos entreprises. Alors, ce graphique, je l'ai tiré d'un rapport que je vous invite vraiment à lire, qui est le rapport Draghi, qui est un rapport qui a été publié en septembre de cette année, donc c'est très récent, et qui est un constat majeur face aux défis que rencontre l'Europe pour la compétitivité, non pas seulement de ses entreprises, mais la compétitivité de l'Europe par rapport aux autres marchés, tels que la Chine et les États-Unis. Et ce rapport dresse un bilan assez alarmant pour l'Europe. On est occupé à perdre notre compétitivité. On a de gros écarts par rapport aux États-Unis, qui restent le leader. Hein. Nous, on n'a pas un Google, par exemple. On n'a pas un Google, on n'a pas un Facebook, on est vraiment à la traîne au niveau compétitif. Et donc, je vous mets un exemple ici de ce rapport Draghi, mais je vous invite vraiment à jeter un œil sur ce rapport qui dresse un constat assez alarmant. Un autre problème, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie verte. On nous dit qu'il faut décarboner, il faut être neutre en carbone. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Oui, je vais vous montrer sur un autre slide, on a certaines techniques pour décarboner. Le problème, c'est qu'on n'a pas les sources d'énergie aujourd'hui, on n'a pas assez d'électricité verte. On n'a pas d'hydrogène vert, on n'a pas du tout. On n'a pas assez de biofuel. Donc, on a un très gros problème en termes d'approvisionnement énergétique bas carbone. Et enfin, on a un très gros problème aussi d'infrastructure. On n'a pas assez d'interconnexions, on n'a pas assez de câbles électriques que pour alimenter tout ce qui va devoir utiliser l'électricité. Pour l'instant, le parc automobile est occupé à s'électrifier, mais si tous les industriels s'électrifient en même temps que le parc automobile, etc., on va droit dans le mur. Et donc, ce sont des très très gros problèmes aujourd'hui auxquels on doit faire face en tant qu'industriel lorsqu'on veut décarboner. La bonne nouvelle, c'est que nous, en tant qu'industriels, nous avons des technologies pour décarboner notre industrie. Alors ici, vous voyez le nom des différentes techniques, hein, que ce soit Carbon Capture and Storage, CCS, ou bien le switch pour utiliser des sources d'énergie bas carbone.
Et alors vous avez une colonne qui s'appelle TRL, qui est un degré de la maturité de la technologie. Est-ce que cette technologie est proche du marché? Si oui, c'est un chiffre entre 8 et 9. Ou bien est-ce qu'elle est très éloignée du marché? Ce n'est qu'un concept, si alors c'est 1 ou 2, ou bien s'il y a un pilote quelque part, ça va tourner autour de 4 et 5. Et donc la maturité technologique est très importante. Et ce qui est aussi très important à considérer, c'est de combien vous allez pouvoir réduire vos émissions de CO2 avec cette technologie. Donc vous voyez qu'il y a certaines technologies qui vont vous permettre de réduire vos émissions de CO2 jusqu'à, par exemple, 80%. D'autres sont plus modestes. Si je prends par exemple le préchauffage des matières premières, ça va vous permettre de réduire votre CO2 de 5% peut-être. Mais voilà, ça montre un peu le challenge, le défi. On a beaucoup de techniques, mais il y en a très peu qui vont nous permettre de vraiment être neutres en carbone. Hein. Et il faut qu'elles soient proches du marché également. Et donc si vous croisez ces deux informations, maturité technologique et émissions de CO2, enfin réduction des émissions de CO2, il y a une technique qui ressort, en tout cas pour l'industrie du verre, qui est l'électrification. On a une grande chance, le verre est un excellent isolant électrique lorsqu'il est solide, mais lorsqu'il est liquide, il va conduire l'électricité. Et donc si vous mettez des électrodes dans un bain de verre liquide, l'électricité va passer à travers le verre, va le chauffer, et ainsi vous pouvez fondre le verre. Donc c'est une technologie qui est prometteuse. On a certains exemples déjà de fours verriers électriques ou ce qu'on appelle hybrides, parce que pour certains types de verres, certains types de technologies, certaines tailles de fours, on ne va pas savoir électrifier complètement. Et donc, il y aura toujours une petite partie de gaz naturel qu'il faudra utiliser pour avoir un point chaud quelque part pour s'assurer d'une bonne qualité verrière. Et donc, c'est ce dont on parle beaucoup aujourd'hui dans mon secteur en tout cas, ce sont les fours hybrides qui vont utiliser beaucoup d'électricité avec toujours un petit peu de combustion. Voilà. Donc ça, c'est la technologie auquel on pense le plus. Il y a l'hydrogène également, mais l'hydrogène, enfin on peut en parler, il y aura peut-être des questions après, mais c'est moins facile et c'est peut-être moins efficace sur le plan efficacité énergétique. Un autre point que je voulais soulever également avec vous, c'était l'économie circulaire. C'est aussi quelque chose dont on parle énormément donc, et qui est très important pour nous également. Donc, pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'en fait, il y a une législation européenne sur tout ce qui est emballage et qui vient d'être changée. Donc le Parlement et la Commission ont discuté et le Conseil pendant plus de 2 ans pour changer cette législation. Et c'est vraiment un changement de paradigme dans l'approche. Donc ils vont réguler les emballages et la première chose qu'ils veulent faire, c'est réduire drastiquement les emballages. Donc vous voyez sur ce transparent ici l'évolution des emballages en fonction de leurs matériaux. Donc vous avez le verre qui est tout en bas, en vert. Et puis vous avez l'acier qui est en orange, vous avez le papier qui est en jaune, vous avez le bleu, c'est le plastique, et le bois, c'est le vert. Donc ça, ce sont les principaux. Et évidemment, les emballages sont en pleine croissance. C'est un fait de société. Mais la Commission européenne veut prendre la baseline de 2018, donc l'année de référence 2018, et veut réduire drastiquement de 15% par rapport à 2018. Mais vous voyez que les projections font qu'on augmente, évidemment. Donc ces 15% de réduction par rapport à 2018, ça devient 40% de réduction comparé à ce qui aurait dû être vrai en 2030 ou en 2040. Donc c'est diviser le marché de l'emballage par un facteur 2. Vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur des gens qui produisent des emballages. Ça va limiter votre marché par un facteur 2. Donc c'est un changement de paradigme, mais à tout niveau. Hein. Donc tous les emballages vont devoir être recyclables. Ça paraît une évidence, mais aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Hein. Le verre est toujours recyclable, mais c'est loin d'être le cas pour tous les autres emballages. Il y a des objectifs de réutilisation. Et il y a des obligations de réduction du poids des emballages individuels. Donc on va devoir réduire le poids. On essaye déjà de réduire un maximum le poids de nos emballages, mais il y a des objectifs encore plus contraignants qui vont arriver. Donc vous pouvez imaginer que pour notre industrie, c'est une directive européenne, hein, la directive packaging, qui est très importante, qui est un challenge.
Mais en tant que verre, on a aussi pas mal d'opportunités. Hein. Le verre est un matériau circulaire par excellence. Il est composé de sable, de carbonate, donc ce sont tous des matériaux qui sont abondants et qu'on trouve dans la nature. Le verre est aussi un matériau qui est non toxique et qui est quasi inerte. C'est le meilleur emballage pour la protection de la nourriture ou de la boisson que vous voulez conserver. Par inerte, ça recouvre beaucoup de notions. Hein. Ce terme inerte, ça veut dire qu'il n'y a déjà pas de gaz qui peut rentrer ou de gaz qui peut sortir. Quand vous avez une boisson carbonatée, vous voulez garder le CO2 à l'intérieur. Vous ne voulez pas que de l'oxygène rentre. Donc ça, c'est une première barrière totale que le verre offre. Mais vous voulez aussi éviter qu'il y ait du relargage du matériau de l'emballage vers la boisson, donc ça c'est très important également. Et le verre ne relargue que le verre, virtuellement rien n'est relargué. Par contre, si vous prenez du plastique, c'est une autre histoire évidemment. Alors aussi, quelque chose d'important, c'est que le verre est le seul matériau d'emballage qui n'a pas besoin d'une couche en plastique entre le matériau d'emballage et la nourriture ou la boisson. Si vous prenez une canette, vous la coupez, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle du BPA, du bisphénol A. Donc il y a une couche de plastique qui protège le métal de la corrosion. Vous ne voulez pas que votre métal corrode. Et si vous prenez un Tetra Pak, il y a aussi une couche de plastique. Si vous prenez du plastique, c'est du plastique. Donc le verre est le seul matériau qui n'a pas de plastique pour pouvoir être utilisé comme contenant alimentaire. Le verre est aussi très souple. Vous pouvez le recycler, je l'ai mentionné. Alors par recyclage, on veut dire qu'on va le refondre dans le four de verrerie, mais vous pouvez le réutiliser également. Et aujourd'hui, on estime que 20% de la production verrière est pour la réutilisation. Alors la réutilisation, c'est très bien pour des marchés locaux. Si vous exportez, etc., ça devient moins intéressant. Et donc, il y a toute une balance, je dirais, à faire pour voir ce qui est le mieux. Mais le verre est recyclable et peut être aussi réemployé ou re-rempli. J'ai parlé du recyclage du verre. On a déjà des chiffres de recyclage très élevés, mais le verre est également un matériau qui est indéfiniment recyclable. Donc ça veut dire que le verre n'est pas altéré par le processus de recyclage. Contrairement à d'autres matériaux comme le papier ou le plastique qui ne peuvent être recyclés qu'un certain nombre de fois, après quoi ils ne sont plus aptes à remplir leur fonction, mais le verre n'est pas altéré, donc vous allez prendre la bouteille en verre, vous allez en faire du calcin, puis vous allez refondre ça dans un four de verre, le verre reste le verre, et il n'y a pas de dégradation de ses propriétés physiques. Donc le verre est indéfiniment recyclable. Et en Europe, en tout cas, il est recyclé massivement dans ce qu'on appelle une boucle fermée, c'est-à-dire qu'une bouteille en verre va redevenir une bouteille en verre. On ne va pas prendre une bouteille en verre pour en faire une veste ou un banc dans un parc qui après va devoir quand même être jeté. Donc cette boucle vertueuse, elle est indéfinie. Bon, j'en ai parlé, 80% de ce qu'on met sur le marché est recyclé. Aujourd'hui, on estime que les matières premières qu'on met dans un four de verrerie en Europe, plus de 50% de ce qu'on appelle le batch, donc c'est-à-dire ce qu'on met dans le four, est constitué de verre recyclé. Et on veut augmenter ça, évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un mismatch entre les 80% de collection pour recyclage et 50% qui sont remis dans le four? Ça, c'est dû aux exports principalement, hein, puisqu'on exporte massivement, donc on ne sait pas récupérer tout le verre qu'on a produit, et donc il y a un gap là qui se produit. On travaille sur l'allègement des produits verriers, j'en ai déjà parlé, les produits verriers, on considère qu'ils sont 30% plus légers qu'il y a 30 ans. Et puis le verre, ça participe aussi à tout ce qui est marketing du produit. C'est un très beau matériau, ça met le produit en valeur, c'est transparent. C'est un matériau qui a beaucoup d'avantages. Et donc, dans l'économie circulaire, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer.
Le rapport dont je voulais vous parler, donc on a produit il y a 2 semaines un rapport que je vous invite à télécharger. Vous pouvez jeter un œil dessus, je vous donnerai l'adresse. Donc c'est un rapport qui a été co-signé aussi par tous les PDG de notre industrie, et elle met en valeur 90 projets qui sont actuellement en cours de route en Europe pour décarboner notre industrie. Donc c'est pour montrer que on s'assied pas sur nos mains, on est occupé déjà à travailler. On travaille sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est les fours du futur. J'en ai touché un mot, ce sont surtout les fours hybrides, électriques et autres. On veut fermer, closing the glass loop, on veut fermer cette boucle de verre, on veut qu'il y ait de plus en plus de verre qui soient recyclés et qui reviennent dans nos fours de verrerie. On travaille aussi sur la manière dont on se procure les matériaux qu'on va mettre dans nos fours de verrerie. J'ai parlé, nos matériaux, nos matières premières émettent du CO2, donc on doit trouver des moyens de ne plus émettre ce CO2 à partir des matières premières. C'est difficile, mais il faut le faire. Et puis il y a tout ce qui est le transport et la livraison de nos produits sur lesquels on travaille également. Si vous allez sur notre site web fev.org/décarbonisation, vous allez trouver ce rapport. Vous allez trouver aussi une carte interactive qui vous montre tous les projets. Ici, ce sont les projets de fours innovants qui sont en cours de développement. Vous voyez en vert les fours électriques. Vous voyez les fours hybrides qui sont en bleu. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fours qui sont soit déjà lancés, soit en cours de construction. Il y en a, le premier four hybride a été lancé il y a 1 an et demi en Allemagne. C'était une grande première mondiale, et puis maintenant il y en a d'autres qui commencent à apparaître. Il y a quelques tests avec du biofuel, avec de l'hydrogène, donc on veut mettre ça en valeur, on veut communiquer là-dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil.